Esprit, où es-tu? Philippe Lassagne. Dans la cause freudienne 2005/1, numéro 59, pages 7 à 14. Article. Plan. Auteur. Sur un sujet proche. Fil-download téléchargé. Une des questions qui agitaient les médias de la fin 2004 peut se résumer par une phrase de Libération: la psychanalyse et les neurosciences parlent la même langue. 1. Libération, la psychanalyse de Freud à la moulinette de la 2. Ainsi peut-on voir certains spécialistes se presser autour d'une neuropsychanalyse enfin retrouvée et débarrassée de son intellectualisme et de ses références littéraires. Dans ce même numéro de Libération, Daniel Wiltleche répond ainsi à la question de la compatibilité entre neurologie et psychanalyse. Oui, à partir du moment où il est évident que la psychanalyse, les neurosciences et les sciences cognitives découvrent une même réalité que l'on appelle psychisme ou vie mentale. 2. Ibid. La réalité psychique de Freud est priée de prendre rang dans l'amphithéâtre où siègent déjà les autres, psychisme. Inutile donc de s'étonner de lire sous la plume d'un psychanalyste, s'autorisant de M. Wiltleche, que, les neurosciences corroborant des théories que la psychanalyse était jusque-là seule à conjoncturer. L'éliminativisme biologique. 3. Le contrat de mariage est donc prêt, à la neurobiologie la matière, le support, à la psychanalyse le subtil, l'éthique, la subjectivation voire la liberté, psych. Dans ce débat, il semble que la neurobiologie oublie déjà les travaux des philosophes qui, depuis un siècle et plus, traitent du fameux mind-body problem. Elle les traite par l'élimination, bien que ceux-ci se désignent aussi comme cognitivistes. 4. Pourtant la question de la nature de l'esprit trouve sa source dans le De Anima d'Aristote pour se poursuivre avec Russell, Wittgenstein, Kuhn, puis aujourd'hui avec, entre autres, Putnam, Searles et Dennett. La neurobiologie ne saurait empêcher les linguistes, les logiciens et les philosophes de traiter de l'esprit au nom d'un éliminativisme strictement matérialiste. La physique nucléaire n'est pas forcément le requis nécessaire pour construire une mécanique robuste. La hiérarchie dans le domaine des sciences cache mal sa relation aux attributions de lignes budgétaires. Il y a un marché de la recherche scientifique et, là aussi, mieux vaut éliminer les concurrents plutôt que proposer le meilleur produit. 5. On sait que la cybernétique a cherché avec succès, après la Deuxième Guerre mondiale, à ravir le budget de l'atome. Aujourd'hui la neurobiologie voudrait bien faire de même avec les sciences cognitives et la cybernétique. Matériel cérébral ou image? 6. On peut résumer le programme de la neurobiologie par le mot d'esprit de Lacan sur le matérialisme, matériel ne ment. La chair de l'esprit qui tourmentait Merleau-Ponty est enfin devant nous, c'est la substance même du cerveau. Découvrir Kern Pro 7. Mais comme nous sommes à l'heure du virtuel, on s'avise rapidement que le progrès essentiel de la biologie du système nerveux est un moyen technique, de simples images, les avancées de l'imagerie médicale, RMN, PET et autres. Nous pouvons voir notre cerveau penser, avec la même surprise qu'un membre d'une peuplade primitive regarderait un instantané de son visage. N'avait-on pas prédit que la photographie allait révolutionner nos sentiments en nous les montrant sans l'artifice des peintres ou le subjectivisme du miroir? On oublie un peu vite que la pensée se marque déjà à nos plis sur le front. Mais ces plis sont-ils dus au jeu des synapses, au souci de notre être ou à l'embarras que crée cette jouissance singulière d'un corps parlant, pour la pensée? Le programme Kendall. 8. La visée de ce nouveau télescope n'est pas celle de la révolution copernicienne, où Freud pensait prendre suite. Elle se résume dans le programme d'un Eric R. Kendall, tel qu'il l'a développé en 1998 dans l'American Journal of Psychiatry, en définissant un New Intellectual Framework for Psychiatry. E.R. Kendall, qui brocarde avec raison la formation des psychiatres de sa génération à la seule perspective de l'empathie thérapeutique, propose à la psychiatrie et à la psychanalyse une solution en 5 points que nous pouvons résumer ainsi. Tous les processus mentaux sont issus de l'activité du cerveau. Les gènes jouent un rôle de contrôle sur les comportements.
La nature n'efface pas la nurture, mais la domine. Les troubles du comportement sont liés à des anomalies génétiques. L'action de la psychothérapie est de viser à modifier la structure du cerveau, en particulier au niveau des connexions synaptiques. La mise en évidence de telles modifications par l'imagerie médicale permettra d'évaluer les psychothérapies. 9. Le corollaire de ces propositions est que la psychanalyse sera là pour poser des questions auxquelles répondront les découvertes de la neurobiologie. Toute autre voie pour la psychanalyse, précisera l'auteur en 2000, la ramènerait à une activité littéraire voire artistique, c'est-à-dire sans valeur thérapeutique. Le second corollaire est que le fondement de l'identité individuelle ne peut être que l'architecture du cerveau. L'esprit est revisité par le neurone. 10. Une telle définition de la personne et de l'esprit devrait émouvoir tous ceux qui s'inscrivent dans la tradition où le mot « esprit » s'écrit en majuscule et ne s'arrête pas au rêve d'un prix Nobel. L'esprit dont nous parlons est un souffle divin dans l'Ancien Testament, et dans la tradition des pères rien moins que la troisième personne de la Sainte Trinité, réalisant le lien mystérieux du Père au Fils. 11. La revue Esprit n'a pas jugé bon cependant de convier des théologiens pour parler des « guerres du sujet » dans son numéro de novembre 2004. 3. Esprit, les guerres du sujet, numéro 309, novembre 2004. Elle a confié ce dossier à un sociologue spécialisé dans le domaine de la santé mentale, à savoir Alain Ehrenberg. Celui-ci pose les termes de ce qu'il désigne comme « les guerres du sujet », d'un côté le sujet freudien, inséparable du sujet Freud lui-même, de l'autre le « sujet cérébral » de la neurobiologie. Historicisme et psychanalyse. 12. La problématique actuelle du sujet freudien nous est présentée par une série d'articles consacrés à l'histoire du mouvement psychanalytique. Cette entreprise aux accents pseudo-foucaldiens se révèle être une attaque contre la psychanalyse par l'utilisation même d'un de ses arguments, la psychanalyse est inséparable de Freud, elle est inséparable du sujet Freud. Il suffit alors de montrer à l'américaine les turpitudes supposées de la néobiographie freudienne pour disqualifier dès le départ le sujet freudien. Ainsi un des auteurs, maniant la rhétorique confusionniste du style French Theory, peut écrire « Certes les psychanalystes nous rappellent que des Winnicott, des Melanie Klein, des Lacan, et quelques autres ont apporté des concepts ou ouvert des champs nouveaux, mais l'exception psychanalytique demeure, la psychanalyse, c'est Freud. » 4. Ibid, p. 80. 13. Ce premier geste étant accompli, il suffit de niveler dans l'océan de ces pseudo-sources épistémologiques le tranchant de la découverte freudienne. John Forester, présenté comme historien des sciences, quant à lui, ne met pas en série l'histoire des débats dans la psychanalyse, mais les débats des historiens de la psychanalyse sur la place de Freud dans cette « histoire du mouvement ». 14. Il en conclut que ce qui a fait la force de la psychanalyse en Europe serait son lien essentiel au mouvement culturel européen où elle a trouvé sa source. A contrario, la crise de la psychanalyse en Amérique du Nord serait due à l'oubli de cette culture au profit d'une entière dévotion de la psychanalyse à la thérapeutique et donc à la médecine. La médecine n'ayant plus besoin de la thérapeutique analytique n'aurait plus qu'à congédier la psychanalyse. Pour cela, il faut réduire la psychanalyse à un avatar moderne de la médecine clinique, bientôt effacé par la médecine scientifique. Le lien, pour l'auteur, de cette médecine clinique avec un sacerdoce, laisse songeur sur la stratégie de la revue qui publie ce texte. La souffrance psychique, chère à nos décideurs, bien séparée de la science et de la psychopathologie, est un marché assez ancien pour les églises qui prospéreront à l'ombre du scientisme neurobiologique. 15. Si les neurologues demandent à la psychanalyse de leur poser des questions, les historiens, comme Forester, voudraient quant à eux la voir s'identifier, pour être enfin rangés sur la bonne étagère, dans l'ordre des discours. Il n'est plus clair si, au-delà de sa position dans l'histoire des sciences, des idées, de la sexualité, la psychanalyse appartient à l'histoire du complexe médical et industriel, à celle de l'industrie de services et de loisirs ou à celle des médias. 5. Forester J. Freud, baromètre du ce siècle, Esprit, O.
L'essentiel est de réduire la psychanalyse à la culture avant de la ravaler dans l'illimité de l'archéologie des savoirs post-modernes. La crise de la psychanalyse aux USA. 16. Le discours d'Alain Ehrenberg vise à importer en France certains des termes de la crise de la psychanalyse outre-Atlantique. Le mouvement psychanalytique aux USA se scinde en deux, avec d'un côté la constitution au sein du mouvement analytique d'une internationale neuropsychanalytique qui a déjà ses congrès et sa structure, et d'un autre côté un projet d'académie de psychanalyse qui vise à couper définitivement les liens de l'analyse avec la médecine, en l'instituant comme un art. Ceci afin d'échapper à l'évaluation généralisée, définie par les cognitivistes et les neurobiologistes. Inutile de souligner que la majorité des psychanalystes praticiens américains ne se reconnaissent pas forcément dans les termes de cette « guerre des sujets » qui leur vient du dehors et leur est imposée par le lobby des scientifiques d'un côté et celui des cultural studies de l'autre. Tout ceci tend à passer sous silence que la psychanalyse puisse avoir comme avenir de rester elle-même, ce qui est l'orientation même de Lacan, sans allégeance ni capitulation vis-à-vis de la neurologie, de l'université ou du postmodernisme. La psychanalyse a tenu sa place en refusant toujours de se laisser enfermer dans celle qu'on lui assigne, sans se priver d'occuper dans la médecine, la culture, la cité, celle qu'elle pense lui revenir. Le support de l'individuation. 17. Le discours d'Alain Ehrenberg oppose au sujet intérieur de l'inconscient ou du cerveau un sujet social extérieur. Ceci l'amène à accepter, du bout des lèvres, l'individuation biologique que suppose le sujet cérébral, pour la compléter par une « individualisation » issue de l'effet extérieur de la société. En réalité nous nous trouvons ici devant un problème fondamental pour le psy-siècle, à savoir celui du destin de la catégorie de sujet. La psychanalyse a introduit un nouveau sujet qui est impensable sans l'émergence du sujet moderne, mais le sujet de la psychanalyse ne se confond pas avec la subjectivité. Le dépassement contemporain de l'idée de sujet dans le sens du post-humain ou de l'avènement du cyber est un problème politique. Il vise à substituer le contrôle à la responsabilité et nécessite une ontologie biologique de l'être humain justifiant le contrôle. La notion même du sujet moderne a surgi dans la coupure épistémologique du sujet et de son corps qui va de pair avec celle du sujet d'avec son origine biologique, pour en faire avant tout un citoyen, sujet transcendant, non assujetti à sa réalité généalogique ou corporelle. Le sujet est davantage un effet du discours qu'un effet du corps. Cette séparation ne constitue pas un clivage puisqu'elle suppose et permet un retour de la question du corps, de sa jouissance et de l'ordre familial, sur le sujet du discours. C'est ce que montre la psychanalyse en mettant au jour le sujet du symptôme, divisé par sa jouissance. Mais ce corps-là n'est pas la substance neurologique. Il est un corps sexué affecté par le langage, qui dépasse la limite de l'organisme et implique le jeu des générations. 18. Telle identité subjective trouve sa racine dans le corps depuis Aristote, mais l'essentiel est donc de savoir ce que recouvre ce terme. L'histoire a montré que l'idée de fonder l'individu dans sa réalité biologique, qu'elle soit de sang, de race, de gènes ou de cerveau, aboutissait toujours à la volonté d'effacer le sujet de la démocratie et la notion même de sa responsabilité politique au profit du contrôle social, ou pire. Sujet ou symptôme. 19. La dimension de l'inconscient est aujourd'hui inséparable de la théorie politique du sujet, enjeu des conflits mondiaux du siècle précédent. La psychanalyse peut affirmer que la réalité du sujet est d'autant plus saisissable aujourd'hui que son sens s'efface. Ce qui surgit alors dans toute sa force, c'est la dimension du symptôme. Le symptôme donne en effet un support plus réel à la dimension du sujet que la substance cérébrale. Il n'efface pas le corps puisqu'il est fait de sa jouissance. Il n'efface pas le nom de la généalogie, comme mixte du lien du génétique et de la culture, le nom du père, mais lui substitue un nom de symptôme. Un sujet peut s'aviser qu'il n'est rien de plus que ce nœud de langage et d'organisme, devenu corps, qu'est un symptôme au sens de la psychanalyse. 20. Faut-il ajouter que l'examen du symptôme que propose la psychanalyse pourrait éclairer ce lien du père au fils que suppose le terme théologique d'esprit à condition de ne pas noyer, comme le fait la religion, ce lien dans l'amour ou la haine.
L'évaluation ou les habits neufs de l'universitaire. 21. La perspective que nous propose Esprit est tout autre, il s'agit de faire rentrer la psychanalyse dans le jeu moderne du classement des identités et des discours. De tout temps ce rôle a été rempli par l'université dont on oublie souvent le lien paradoxal avec le totalitarisme. On reconnaît la marque de ce discours universitaire dans la présentation même de la « guerre des sujets », guerre qui ne doit que peu au discours de la science. L'enjeu aujourd'hui est de savoir qui définira et évaluera les programmes universitaires de formation des professionnels qui permettent au sujet de débrouiller son symptôme. 22. Dans le même numéro d'Esprit, une table ronde réunit un artisan de l'expertise de l'INSERM sur les psychothérapies et quelques spécialistes. L'un d'eux, Bernard Perret, spécialiste de l'évaluation des politiques publiques, souligne, fort justement, que l'on n'évalue jamais des faits mais des théories qui construisent des faits, et il ajoute, en d'autres termes toute action vise plus ou moins à conforter son propre cadre existentiel et symbolique à l'intérieur duquel son caractère rationnel peut se déployer. 23. La bureaucratie d'expertise, dont la visée est de subsumer le débat démocratique et le choix politique, s'accommode très bien de post-humains réduits à leur substance cérébrale. 24. Le sort de la psychanalyse dépend de l'avenir du symptôme. Celui-ci suppose qu'elle refuse le dilemme dans lequel les bons esprits veulent enfermer le sujet qui supporte ce symptôme.